Bonsoir Sylvie Drumlevich Lidji. Tu as fait des études au Technion de Haïfa en maths et en économétrie, une thèse à Paris en sociologie de l'urbanisme, urbanistique et marketing. Tu es consultante au CELSA Paris 4 et là tu viens pour nous parler de ton père et à travers ton père d'une période entre 39 et 46 en URSS. Tu te fondes sur les conférences qu'avait faites ton père, sur le livre que tu en as fait. Pour ton père, ce livre, c'était une résilience, conter sa jeunesse de jeune Polonais contraint d'aller en URSS, de marcher, de travailler, de survivre. Et toi, tu fais cela pour que son histoire lui survive. Nous allons t'écouter. Merci beaucoup. Oui, en fait, ce dont je vais essayer de parler à partir du livre de l'histoire de mon père, c'est une facette de la Shoah dont on parle assez peu, qui est assez peu documentée, comme on dit. Voilà, en fait, entre 1940 et 1946, 200 à 300 000 Juifs ayant fui la Pologne sous occupation nazie vivaient en territoire soviétique. Ils ont enduré un climat très rude, des conditions de travail épouvantables et des privations extrêmes. Mais hors de portée des nazis, ils ont échappé au sort de millions de leurs proches pendant la Shoah. L'histoire de ces Juifs polonais qui ont fui les nazis et se sont réfugiés en URSS est, comme je le disais, assez peu documentée, peu connue en fait des institutions et du grand public. Ils sont peu, voire pas du tout évoqués dans les commémorations. Ils n'ont été que tardivement et partiellement reconnus, et les survivants, il faut bien le dire, ont dans l'ensemble peu raconté ce qui leur était arrivé. Ceux qui ont témoigné par écrit ne l'ont fait que tardivement. Alors, nous avons des documents d'archives sur les camps, les camps de la mort, ce qui n'est pas le cas pour les réfugiés en URSS. On a ce qu'on appelle des Yiskorbourg, c'est-à-dire des livres du souvenir sur les villes et les villages, mais ces livres-là ne sont pas des livres d'histoire, ce sont des recueils de récits divers, de photos. Ils ont été écrits en yiddish par les survivants et ils sont difficiles d'accès pour le plus grand nombre. De ce que je sais, il y a peu de recherches, peu de publications par rapport aux autres facettes, bien entendu, ce que je veux dire, ont été faites donc sur ces Juifs qui ont fui vers l'Est, vers l'Union soviétique. Alors, je citerai Mandelmann, qui est un auteur, un écrivain, qui écrit, c'est de la littérature, et ce qu'il a écrit, ce sont des récits autobiographiques, c'est l'un des rares écrivains à avoir raconté et à avoir parlé de cette période-là. Aux portes de Moscou, c'est le premier volume d'une trilogie. Je dois citer, pour être honnête, le très très complet Survival on the Margins, c'est-à-dire survivre aux marges, de l'historienne américaine Eliana Adler, qui n'a été publié qu'en 2021, l'an dernier, c'est-à-dire en fait assez tardivement. Elle y a quand même passé une dizaine d'années à collecter un certain nombre de témoignages pour pouvoir pouvoir faire ce travail. Jusqu'à une période récente, les archives soviétiques n'étaient pas accessibles. Je ne suis pas sûr qu'elles le soient beaucoup mieux maintenant. Ce faisant, peu d'études donc ont été menées sur les déportations et ces mouvements de population en Union soviétique. La Shoah en URSS est donc un champ de recherche encore largement inexploré. C'est notamment ce que dit Annette Wiewiórka dans la préface de mon livre dont Claire parlait tout à l'heure. Claire que je n'ai pas remerciée, mais que je remercie de me donner la parole aujourd'hui. Alors, pour préparer cette conférence, et quelque part grâce à Claire, j'ai été lire, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque du Mémorial de la Shoah. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages d'historiens et j'ai lu également
une bonne douzaine de témoignages. Ces témoins étaient des adolescents durant la guerre ou de très jeunes enfants, voire pour l'un d'entre eux un nourrisson en 1939. Mon père, lui, avait 18 ans en 1939 et il nous a beaucoup raconté. Les rescapés de ces aventures soviétiques ne se considèrent pas toujours eux-mêmes comme des survivants de la Shoah. Ils pensent leur expérience de la guerre comme moins douloureuse, moins traumatisante que celle des survivants des camps. En outre, ils avaient une certaine gratitude à l'égard des Tatars, des Ouzbeks, des Kirghizes et d'autres peuples au milieu desquels ils ont vécu en URSS et qui les avaient accueillis avec chaleur et bienveillance pour la plupart. On peut expliquer également cette réserve en observant qu'à la fin de la guerre, les rescapés des camps nazis, les survivants qui s'étaient cachés dans les forêts et les résistants étaient déjà là en Pologne et eux, ceux qui revenaient de l'Union soviétique, sont arrivés plus tard. Et de ce fait, une sorte de hiérarchie de statut de victime s'est établie en quelque sorte. Donc, ces gens qui étaient en URSS n'ont connu ni Auschwitz ni Treblinka, ils n'ont pas été assassinés par leurs voisins polonais. Leur vie en URSS n'a pourtant pas été un jardin de roses. Leur existence n'a tenu qu'à un fil entre les mains du système soviétique. Ils vivaient au jour le jour et ils étaient poussés par le flux des événements. Certains survivants, pratiquants ou non, attribuent leur survie au destin, à la volonté divine. La volonté de survivre est parfois due à une promesse faite au père ou à la mère. Ils se sont cramponnés à cette promesse. Elle fut le moteur de leur survie. C'est le cas de Maurice, mon père, dont vous voyez une image de sa mère. Excusez l'émotion. C'est le cas donc de Maurice, mon père, parti le 6 octobre 1939 avec la bénédiction de son père à la recherche de son frère, Herschel, Henri, mobilisé dans l'armée polonaise. Et c'est, je crois, tu parlais de résilience, Claire, c'est, je crois, ce qui lui a permis de surmonter le sentiment de culpabilité d'avoir survécu, sentiment qui est commun à beaucoup de survivants. Alors, mon envie d'écrire date de janvier 2019, quand j'ai rencontré, tout à fait par hasard, David Lukowiecki, qui est animateur d'un groupe Facebook sur Żelechów. Żelechów, c'est la ville natale de mon père. Et David Lukowiecki explique ainsi son travail. Mon but est de garder vivace la mémoire de nos familles et que le monde sache qu'il y avait une petite ville appelée Żelechów. Je vous en raconterai un petit peu plus s'il nous reste du temps, mais j'ai peur d'être trop gourmand dans le temps, donc je réserve pour la fin. Voilà. Donc Żelechów était une ville il s'est passé, voilà, c'était une ville dynamique sur le plan économique, social, culturel. En 1938, on y dénombrait 8500 habitants, dont 5800 juifs, soit 68% de la population. Alors à l'écran, on peut voir ici, là, j'ai mis un petit bâton rouge pour montrer la taille de la synagogue. Là, en rouge, c'est la taille d'un homme. Donc, c'est le genre de bâtiment qui n'a rien à envier à nos grandes cathédrales en Europe. Cette synagogue était l'une des plus grandes et des plus somptueuses de Pologne. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour nos amis non-juifs et qui sont présents ce soir et qui pourraient s'étonner que je donne des pourcentages de juifs et de non-juifs et voilà, parce qu'on est en France et en France, c'est pas, on compte pas comme ça. En France, la religion, la culture, comme c'est quelque chose de personnel. C'est la laïcité à la française. En Pologne, ça n'était pas le cas. La Pologne était un État catholique et qui, justement, faisait la différence entre les Polonais catholiques et les différentes ethnies, et notamment les Juifs. C'est pour ça que je me permets d'en parler de cette manière-là. Alors, je reviens à David Lukowiecki, qui est un garçon assez extraordinaire. Il a collecté des quantités de photos, des textes, des témoignages. Il a traduit le Yiskorbuch dont je parlais tout à l'heure, il a tout traduit en yiddish.
Et surtout, nous avons beaucoup échangé. J'ai posé des questions, on a vraiment beaucoup échangé. Et là, j'ai eu envie de faire un livre avec toute cette histoire. Voilà. Maurice, parti de Pologne, s'est retrouvé en URSS en octobre 1939. Il avait 18 ans. En 1945-46, il était à plus de 11 000 kilomètres de sa ville natale, mise à feu et à sang par l'armée allemande dès le début de la guerre. Le livre raconte son histoire et bien davantage. Alors, le travail sur ce texte a soulevé de nombreuses questions, des questions non seulement sur l'histoire de Maurice, mais sur l'histoire avec un grand H, l'histoire en général, et celle de tous ces juifs polonais qui ont fui vers l'URSS. Je ne suis pas historienne, mais j'ai fait entre autres une thèse en sociologie urbaine et j'ai un peu de méthode. Voilà. Je me suis documentée pour trouver des réponses et j'en ai fait un livre. Ensuite, j'ai poursuivi ces recherches grâce notamment aux ressources de la bibliothèque du Mémorial, que je remercie, pour donc élargir le propos en vue de cette conférence, en vue de la conférence du 12 mai que je reproduis un peu ici, en la rendant peut-être un peu plus généalogiste pour m'adapter à ce que Claire m'a demandé. Donc, je commencerai par raconter un peu l'histoire de Żelechów, de cette petite ville natale de mon père, et puis celle de sa famille. Je présenterai une chronologie des faits historiques et politiques et leur implication directe sur la vie des réfugiés déportés, et je parlerai des particularités de la société soviétique, notamment à l'égard du travail et des multiples statuts de citoyens. Je vous parlerai enfin de ce que les gens ont fait pour survivre. Alors, le royaume de Pologne, je vais passer rapidement, mais malgré tout, il faut dire que ce royaume a été fondé au Xe siècle par une tribu slave, les Polanes. La première mention historique de Żelechów, la ville de mon père, date de 1282, XIIIe siècle. Ce n'est alors qu'un village, propriété d'un noble de la tribu des Tchiolek. En 1386, le Grand-Duché de Lituanie s'unit au royaume de Pologne. Les territoires de Bohême puis de Hongrie viennent ensuite s'agréger, s'intégrer à ce royaume. Au milieu du XVIe siècle, en 1569 exactement, le royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie se constituent en un seul État appelé la République des deux nations, qui est un royaume au régime assez particulier. En tous les cas, ce royaume-là va de la mer Baltique, qu'on voit ici sur la diapo, jusque bien loin, plus loin au sud, jusqu'à la mer Noire, et à l'est jusqu'aux portes de Moscou. Cracovie en est la capitale. Żelechów obtient le statut de ville en 1447. On y tenait une foire annuelle et un marché hebdomadaire, ce qui montre son importance régionale. De manière générale, les Juifs arrivent en Pologne dès le XVIe siècle. Żelechów est situé à 80 km au sud-est de Varsovie, la petite étoile en rouge qui le montre. Voilà, les Juifs s'y installent près de la rivière au XVIIe siècle. Chaque nouvelle famille juive doit signer un contrat avec le seigneur féodal et lui payer une taxe, ainsi qu'aux prêtres de la paroisse, pour obtenir le droit de s'installer en ville. Ensuite, ils ne sont pas assujettis aux propriétaires terriens, la vie économique est libre. Les patronymes de Igliski et Drumlewicz est un mon patronyme, celui de mon père, sont les plus anciens de la ville et ils datent, semble-t-il, de cette période, ce qui explique le grand nombre de cousins et de faux cousins, c'est-à-dire de cousins extrêmement éloignés qu'avait mon père. La République des deux nations contrôle la plus grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, et notamment la ville de Kiev. La noblesse polonaise catholique domine une classe de paysans serfs orthodoxes et une population cosaque d'excellents cavaliers, elle aussi orthodoxe. En 1748 et 49, Khmelnytsky et ses cosaques d'Ukraine se révoltent. Donc, ils sont orthodoxes et les Polonais sont catholiques. Ils se révoltent et ils affrontent l'armée de la République des deux nations et aussi les troupes privées des grands seigneurs qu'on appelle les magnates.
Au passage, évidemment, exactions, pogroms, chassent les Juifs vers l'ouest et un certain nombre d'entre eux trouvent refuge à Zhelechov, cette ville, donc la ville natale de mon père. Entre parenthèses, je vous suggère de relire un roman de Gogol qui s'appelle Taras Bulba et qui explique parfaitement tous ces événements. Voilà, donc ces réfugiés-là vont contribuer à la croissance de la communauté et la ville se développe. En 1772, donc fin 18e, arrive à Zhelechov un monsieur, un chassid, qui s'appelle Levi Yitzhak, dit Rabbi de Berditchev, qui devient rabbin de la ville. Le chassidisme est alors enseigné secrètement à Zhelechov parce que la ville est plutôt contrôlée par la bourgeoisie aisée des mitnagdim. Les mitnagdim sont ceux qui, comme selon la traduction, le sens du mot en hébreu, signifie qu'ils s'opposent. Donc, Rabbi Levi Yitzhak, il va créer des œuvres de bienfaisance et des corporations, celles des chausseurs, des tailleurs, des bouchers par exemple, qui vont perdurer, corporations qui vont perdurer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Au bout de 12 ans, il reste 12 ans dans la ville, il va être chassé par les mitnagdim et il part pour Berditchev, d'où son nom, son surnom de rabbin de Berditchev. Et le conflit entre Chassidim et Mitnagdim n'est pas encore terminé à Zhelechov. Il sera à son comble vers le milieu du 19e siècle. Entre-temps, en 1795, le royaume de Pologne est dépecé et partagé entre la Russie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. La Pologne n'existe plus en tant que royaume indépendant et ça va durer 120 ans. Sur ce territoire conquis sur la Pologne, Catherine II, la grande Catherine de Russie, va créer une zone appelée zone de résidence, celle qui est en clair avec tous les noms là que vous voyez à l'écran. De cette zone, les Juifs ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas le droit de sortir, et certaines villes, comme Kiev par exemple, leur sont interdites. Zhelechov est située dans la zone de résidence. Voilà, je vous montre toutes ces cartes que j'ai travaillées, même si elles sont un peu grossières, parce qu'elles nous permettent de comprendre, à mon avis, la fluidité territoriale et les liens qui pouvaient unir les Juifs polonais à ceux d'Ukraine, de Biélorussie, de Lituanie. La zone de résidence ne sera abolie qu'en mars 1917, juste avant la Révolution d'octobre. Au cours du 19e siècle, la communauté juive de Zhelechov est prospère et vit en harmonie avec ses voisins non juifs. En 1865, 71% des 4420 habitants sont juifs. Depuis le 18e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, 2/3 de la population de cette ville est juive. Les Juifs dominent l'économie locale, ils sont industriels, gestionnaires, patrons, capitaines d'industrie, comme on disait à l'époque, de manufacture, commerçants, artisans, aubergistes. Et il y a un grand marché régional tous les mardis. Vous pouvez voir d'ailleurs ça c'est l'hôtel de ville que vous voyez sur la photo, et se tenait ce grand marché sur la place de l'hôtel de ville à côté, et le nouveau quartier Nowe Miasto que vous voyez sur la photo en haut montre les maisons typiques en bois que tout le monde habitait à cette époque-là. Alors au début du XXe siècle, la communauté se modernise. Les jeunes lisent des livres autres que la Bible. Ils s'habillent à l'occidental, ils ne respectent pas vraiment la cacheroute, donc les règles de l'alimentation. Ils sont traités d'apikoiaesin, c'est-à-dire d'hérétiques par leurs aînés. Et en fait, il y a un franc conflit entre les générations, entre ceux qui sont tenants justement comme on a toujours fait, du conservatisme, et les jeunes qui s'occidentalisent beaucoup. Alors, la Première Guerre mondiale éclate, 1914. Zhelechov, qui est russe, puisque faisant partie de la zone de résidence, passe sous autorité allemande en 1915 et
Bon, à ce moment-là, les exactions n'étaient pas ce qu'elles seront plus tard. La vie culturelle se développe. On y a une bibliothèque, des théâtres, des écoles de musique qui sont ouverts, de nombreux mouvements de jeunesse, une équipe de foot, mouvement de jeunesse comme vous en voyez là à l'écran. La vie culturelle est florissante, la vie politique est très dynamique, les partis sont nombreux et variés. On a le PPS qui est socialiste, le Bund qui est aussi socialiste, le Poalet Zion, mais aussi les sionistes généraux qui sont les ancêtres du Likoud et des partis religieux. Et pourtant, Zhelechov n'est qu'une petite ville de 7000, un peu plus de 7000 habitants en 1921. Les Allemands quittent la ville en 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. La Pologne va recouvrer son indépendance à ce moment-là. Mais la Russie soviétique veut récupérer les territoires que possédait l'Empire russe autrefois. De son côté, la nouvelle République de Pologne souhaite retrouver les territoires qu'elle a perdus au XVIIIe siècle. Résultat, c'est la guerre. Elle va durer de 1919 à 1922. La plupart des Juifs sont mobilisés du côté polonais. Zhelechov passe aux mains des Soviétiques et puis revient dans celle des Polonais. En 1926, le maréchal Joseph Pilsudski arrive au pouvoir, un pouvoir qui ressemble fort au national-socialisme de son voisin. Il instaure des numerus clausus, des rationnements de toutes sortes pour les Juifs. Il meurt en 1935, lui succède Kazimierz Bartel, qui mène exactement la même politique. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne et la partie occidentale de la Pologne, donc est très vite sous occupation allemande. Ce qu'on sait moins, ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est que le 17 septembre 1939, l'URSS attaque par l'Est et occupe la partie orientale de la Pologne. Et la Pologne est coupée en deux, tel qu'on le voit ici. Zhelechov est sous occupation allemande. Zhelechov est tout près de Varsovie, tel que vous pouvez le voir sur cette carte. Parmi les Juifs polonais en URSS, à cette époque-là, il y a deux sortes de personnes. Il y a les réfugiés de Pologne occidentale qui fuient le joug nazi, et donc qui viennent d'ouest en est. Ils sont entre 150 et 300 000. Et puis, il y a les Juifs qui habitaient là, dans cette région-là, dans la région de Pologne orientale, annexée par les Soviétiques. Au total, on a en gros 1,5 million de Juifs qui sont sous autorité soviétique. Dans les familles juives de Pologne occidentale, sous le joug nazi, la question se pose, rester ou fuir? Tout quitter est une décision épouvantablement difficile à prendre. Une décision qu'on prend dans la panique, de façon précipitée, sans destination claire en tête, avec des informations peu fiables et largement insuffisantes. Comment tout abandonner? Comment laisser ses parents, sa famille derrière soi? De ce fait, ce sont souvent les plus jeunes, encouragés par les plus âgés, qui vont partir. Mon père est né à Zhelechov en 1921. Il s'appelait Moïse pour sa famille et ses copains, Wojciech pour les autorités polonaises. Il avait 5 sœurs et 4 frères. Son père était boucher de profession et la famille vivait dans une certaine opulence, du moins jusqu'au rationnement imposé par Pilsudski, dont j'ai parlé tout à l'heure. Maurice a été à l'école rabbinique au Heider dès l'âge de 4 ans. Voilà, il est très certainement sur cette photo, mais je ne saurais pas le reconnaître. Il a ensuite été à l'école publique polonaise jusqu'à l'âge de 16 ans. Ses copains de tribulation aussi sont sans doute sur cette photo et ont été à l'école avec lui, et leur camaraderie date de cette époque-là. En 1936, il part à Varsovie chez sa sœur, Feige, qui est de 7 ans son aînée. Sa sœur Feige était mariée et était mère d'un petit garçon. Là, Maurice commence son apprentissage de tailleur pour hommes, mais la guerre le rattrape. Des dizaines de milliers de réfugiés se pressent à Brest-Litovsk et à Bialystok, et le long du Bug et du San, les deux rivières, parmi eux, Maurice et ses copains. Ils sont partis de Zhelechov, donc le 6 octobre 1939, ils sont partis en charrette jusqu'à la gare la plus proche, et puis en train jusqu'à Brest-Litovsk.
De là, ils partent pour Sarny, où habite l'oncle d'un des copains de Maurice, et de manière générale, ils vont rester, lui et ses copains, dans cette région jusqu'en juin 40. Dès septembre 39, septembre-octobre, on va dire, les soviétiques qui s'installent en Pologne orientale vont déporter des milliers de gens, juifs et non-juifs. Ils vont les déporter vers des territoires isolés et peu accueillants de l'Union soviétique, mais j'y reviendrai. Les premières déportations sont celles des prisonniers de guerre polonais, fait par l'armée rouge en septembre 39. Henri, le frère de Maurice, était cavalier dans l'armée polonaise et il a été fait prisonnier. Les soviétiques arrêtent des milliers de personnes demeurant en Pologne orientale qu'ils qualifient d'éléments non fiables. Au début de l'occupation, les arrestations sont sporadiques, mais ensuite le rythme s'accélère et les déportations se poursuivent jusqu'en juin 1941 en 4 vagues principales. Au cours de la 3e vague, en juin-juillet 1940, 85% des déportés sont juifs. Ce sont ceux qui ont refusé le passeport soviétique et se sont inscrits pour retourner en Pologne occupée. Enfin, c'est ce qu'on leur avait raconté, ce qu'on leur avait dit. En effet, en juin 40, devenir citoyen soviétique devient obligatoire, c'est ce qu'on a appelé la passeportisation. Ceux qui ne veulent pas prendre le passeport soviétique ne sont pas renvoyés dans leur village natal de Pologne comme on leur a promis, mais ils sont envoyés en Sibérie ou dans l'Antarctique dans des camps de travail. Maurice se trouve à Loutsk et il échappe, il se trouve à Loutsk qui se trouve là ici, et il échappe à ces rafles car lui et ses copains se cachent, tout simplement. Au bout de 3 jours, non, c'est pas ça que je voulais montrer, voilà, au bout de 3 jours, ils sortent de leur cachette. Les gens nous ont raconté que des trains partaient du matin au soir. Des milliers de gens ont été envoyés en Sibérie, dans les goulags, explique-t-il. Maurice et ses amis quittent alors Loutsk pour Kostopol, que vous voyez ici là, sur la carte, à 100 km à l'est. La 4e vague de déportation a lieu en juin 1941, juste avant l'opération Barbarossa. Et donc, au total, 1 692 000 personnes ont été déportées, dont 315 000 juifs. En gros, la composition était 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes, mais on pouvait compter 22% de moins de 14 ans, 1 sur 5. Tout le pays était parsemé de camps de travail jusqu'à la Volga, raconte Maurice. Imaginez ces gens venant d'Europe centrale qui vivaient dans un climat tempéré, arrivés dans ces camps où il faisait entre moins 10 et moins 30 degrés, mal nourris, mal logés, mal vêtus et qu'on obligeait à faire des travaux pénibles. Par exemple, un groupe de 4 personnes devait abattre 10 arbres par jour. S'ils n'y arrivaient pas, alors leur ration de nourriture était diminuée. Mais s'ils en abattaient 12, le lendemain, ils devaient en faire 14. Et j'ai lu ce genre de choses dans d'autres témoignages autres donc que celui de mon père. Donc, opération Barbarossa. Le 22 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa, c'est-à-dire la rupture unilatérale du pacte de non-agression par Hitler. Et cela surprend le pouvoir soviétique qui n'a pas vraiment anticipé l'invasion allemande et surtout ses conséquences sur les populations civiles. La fuite en avant de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes, se déroule dans la panique et la confusion en raison de la progression rapide du front allemand. Les soviétiques encadrent avec plus ou moins de succès l'exode des populations. Exode appelé évacuation dans la terminologie officielle. Alors Maurice raconte, on nous a réveillés vers 6 heures du matin et on est parti. Les parachutistes étaient déjà à pied d'œuvre, nous pouvions les voir descendre dans le ciel à 20 km de là. Et nous sommes partis à pied. Alors de Kostopol, ils se dirigent vers Kiev. Mais en fait, ils ne vont pas jusqu'à Kiev, ils obliquent vers le sud et passent par Jitomir, dont on a parlé cette année, enfin il y a quelques temps, dans l'actualité. Donc, il raconte, vous voyez où se trouve Dniepopetrovsk, voilà ici, c'est 800 km plus loin. Nous avons marché jusqu'à Dniepopetrovsk.
Là, nous avons rencontré de très nombreux réfugiés du RSS qui venaient de partout, de Kharkov, de Kiev. Ils étaient tous devant la gare et voulaient tous partir toujours plus loin vers l'Asie, vers Tachkent, l'Ouzbékistan. La progression des troupes du Troisième Reich est très rapide en 1941. Maurice et ses copains, en quelque sorte, sont en avance sur l'armée allemande. Ils échappent notamment au massacre de Babi Yar des 29 et 30 septembre 1941. Ils échappent à la Shoah par balle perpétrée par les Einsatzgruppen de l'armée allemande. Les autorités soviétiques répartissent les évacués. Maurice et ses copains sont au milieu des Ukrainiens qui fuient. Ils sont assignés à la moisson dans un kolkhoz, le kolkhoz Karl Marx, à Taganrog, qui est en fait un tout petit village, enfin une toute petite ville, mais que j'ai souligné pour les besoins du propos. Voilà, ça se trouve près de la mer d'Azov et pas très loin de la mer Noire. D'autres sont envoyés ailleurs. Voilà, lui et ses copains donc, vont rester 1 an dans ce kolkhoz. L'un des copains, 2 copains sont restés à Kostopol. L'un d'eux a été tué quand les Allemands sont entrés dans la ville et l'autre, Mendel Korczak, a pris le maquis et a organisé un noyau de résistance d'une 40aine de personnes. Plus tard, il sera récompensé par Moscou pour ses actes de bravoure. Et 2 autres copains partent au Birobidjan. Je vous expliquerai de quoi il s'agit, je vous montrerai tout à l'heure sur une autre carte. Donc les Allemands attaquent, les Soviétiques à ce moment-là vont se rapprocher du gouvernement polonais en exil à Londres, et un accord est signé le 30 juillet 1941, c'est le pacte Sikorski-Maïski, et qui stipule 2 points principaux: la formation d'une armée. Le général Vladislav Anders est libéré à cette occasion de la prison de la Lubyanka à Moscou et il est nommé commandant en chef des forces armées polonaises. Et le deuxième point très important, la libération de tous les prisonniers militaires et civils polonais. Les soviétiques ne parlent pas de libération, ils parlent d'amnistie puisqu'ils avaient condamné tous ces gens-là. Donc les détenus polonais des camps de travail, des prisons et d'autres lieux d'exil sont progressivement libérés. Henri, le frère de Maurice et ses autres copains peuvent sortir de la clandestinité. Il faut se dire aussi que pour les commandants de camp, libérer des prisonniers signifiait la perte d'une force de travail. Et donc, beaucoup ont adopté des tactiques dilatoires pour divulguer l'information et même parfois ont fait en sorte que le départ des déportés ne soit pas possible. Ceci dit, cette amnistie permet à la plupart des réfugiés polonais de récupérer leur citoyenneté polonaise, ce qui signifie, au moins en théorie, la possibilité de retour chez soi en Pologne, quand la guerre sera finie. Et c'est un grand soulagement pour eux. Donc les amnistiés, juifs et non-juifs, devenus libres, quittent pour la plupart leur lieu d'exil. Les conditions d'amnistie les autorisent à choisir n'importe quel lieu de résidence, à l'exception de Moscou, Leningrad et quelques autres grandes villes. Beaucoup choisissent le sud, beaucoup choisissent le sud, là où il fait chaud. Alors, les autorités d'évacuation prévoyaient de diriger 350 000 personnes vers le Kazakhstan, peu peuplé, mais les réfugiés qui fuient l'avancée allemande et les évacués, ceux qui ont été amnistiés, donc, sont plus de 10 millions. Donc, ils sont pris au dépourvu et par ces mouvements de population et par un afflux aussi important, des gens sont entassés dans des gares bondées, ils sont obligés de partir toujours plus loin, ils ne rencontrent que la faim, la surpopulation, les maladies. Les conditions physiques de ces réfugiés étaient telles que beaucoup n'ont pas survécu à ce voyage. Et les autorités soviétiques donc, cherchent des moyens d'affronter et de gérer toutes ces situations difficiles. Et ils ont du mal à faire face pour apporter des vivres, des vêtements, des couvertures, des médicaments donc à ces populations. Donc, ils vont chercher l'aide des alliés. Ils pressent les USA, la Grande-Bretagne, le gouvernement polonais en exil de leur apporter de l'aide. Donc, c'est une logistique absolument phénoménale. Mais ils arrivent à lever des fonds et Staline va organiser
la création d'un comité antifasciste juif dont la tâche principale est de développer l'aide de guerre à l'URSS parmi les communautés juives à l'étranger. L'idée d'un comité antifasciste juif international, en fait, au départ, avait été proposée par les dirigeants du Bund, qui est un parti juif socialiste. Donc le Bund polonais, les deux leaders qui sont Viktor Alter et Henryk Ehrlich. Mais finalement, Staline organise ça à son entendement, et c'est exclusivement soviétique. Le 24 mai 1942, Radio Moscou va diffuser l'appel en yiddish de Solomon Michoelsk, qui est futur président donc, du comité antifasciste, qui s'adresse aux Juifs du monde entier. Un discours qui a marqué. Ce comité antifasciste va exalter la grande guerre patriotique des peuples de l'URSS, telle que cette guerre a été appelée par les soviétiques, et le comité devient un superbe outil de propagande qui vise à mobiliser la sympathie des Juifs américains en vue d'une collecte de fonds. Alors, on ne peut pas demander aux Juifs d'Amérique d'apporter de l'aide aux Soviétiques, explique Maurice, et dans le même temps, enfermer des Juifs dans les camps du Goulag. Il fallait faire un geste. C'est pourquoi tous les Juifs et tous les prisonniers polonais ont été libérés. L'amnistie a été totale. C'est à ce moment-là que nous sommes sortis de la clandestinité. Alors revenons à l'armée polonaise du général Anders. Pour former son armée, Anders ouvre 300 bureaux de recrutement dans la région de Novosibirsk et à travers l'Asie centrale. L'objectif majeur est de rejoindre les forces alliées du Moyen-Orient qui sont sous commandement britannique. Les Polonais libérés des camps et des colonies convergent vers les lieux de recrutement. Les Polonais sont principalement d'anciens soldats et leurs familles, originaires des territoires annexés par l'URSS au début de la guerre. Pour de nombreux Polonais, juifs et non-juifs, l'Ouzbékistan est une opportunité de sortir, de quitter l'Union soviétique grâce à l'armée d'Anders. Et pour les juifs, c'est une voie de sortie vers la Palestine mandataire. Les accords Sikorsky-Maïski prévoyaient d'intégrer des Juifs à hauteur de 40% au moins dans le contingent. Mais les recruteurs polonais considèrent que les Juifs ne sont pas polonais. Ils les accusent d'être une cinquième colonne. Les officiers n'en veulent pas. Alors Maurice témoigne. Un caporal nous a fait mettre en rang. Un capitaine arrive, il monte sur un tabouret. Il nous dit que ceux qui sont baptisés au couteau sortent du rang. Facile à comprendre. Voilà un nouvel épisode de l'antisémitisme des Polonais. Le capitaine était polonais. C'est ainsi qu'il s'exprimait. Nous, les Juifs, nous n'étions pas dignes de combattre les Allemands. Alors, en fait, la majorité des Juifs amnistiés qui souhaitaient rejoindre l'armée de Anders n'arrivent pas à passer la sélection. Et finalement, parmi les 115 000 soldats évacués avec leurs familles vers l'Iran, il y a eu assez peu de Juifs, en gros 6%. Voilà. Alors que les amnistiés descendent vers le sud, Maurice, lui, et ses copains suivent le chemin inverse et ils vont passer par Osh, Alma-Ata, puis au nord, Nijni Tagil et ses forêts en Sibérie. Revenons quand même à l'antisémitisme. À l'époque tsariste, les Juifs n'avaient pas le droit de sortir de la zone de résidence. C'est à cette période que les protocoles des sages de Sion voient le jour. Les pogroms sont très fréquents. En 1917, après la Révolution, à laquelle de nombreux Juifs avaient pris part, Léon Trotsky en tête, les Juifs sont soulagés par les nouvelles lois égalitaires. Ils sont désormais considérés comme polonais ou roumains et non comme juifs. Durant la guerre, les Juifs avaient généralement de bonnes relations avec les autochtones, avec les Khazars, les Ouzbeks et autres. Et parmi eux, d'ailleurs, nombreux ne savaient pas ce qu'était un Juif. Par exemple, Casimir, un jeune du kolkhoz de Karl Marx, qui a demandé un jour à Maurice « Dis-moi, c'est quoi un Juif ?» En revanche, les gens du NKVD et ceux qui avaient des positions d'autorité étaient souvent antisémites. La figure du juif planqué qui se cache à l'arrière quand les autres meurent sous les balles est à la base de la rhétorique antisémite alimentée par le pouvoir soviétique, le pouvoir suprême, le soviet suprême.
Mandelmann décrit très très bien cela dans son roman Aux portes de Moscou. L'antisémitisme est enraciné dans le système soviétique qui se camoufle derrière la lutte contre le cosmopolitisme. Donc, à cette époque, beaucoup de juifs réfugiés sont mobilisés comme soldats du travail et envoyés à l'arrière parce qu'ils n'étaient pas jugés assez fiables. Néanmoins, dans l'armée rouge, la proportion relative de juifs n'est pas moindre que celle des autres ethnies. Mais c'est bien différent de l'antisémitisme des Polonais pour lesquels les juifs sont une minorité non assimilable. Alors, un mot rapidement sur la société, voilà, c'était les sages de Sion et le NKVD. Voilà, parlons un peu du travail dans la société soviétique. Alors, le témoignage de mon père et des autres témoignages que j'ai lus permettent de voir comment la société soviétique de cette époque fonctionnait. La plupart donc, des réfugiés de 40 et 41, dont je parlais tout à l'heure, ont été envoyés dans ce qui fut appelé des colonies spéciales, ou villages de peuplement, ou colonies de peuple, comme vous voudrez, dans des lieux totalement isolés où ils devaient travailler comme des forçats tout en étant mal nourris. Quand les gens en parlent, ils ne disent pas colonie spéciale, ils disent camp de travail ou goulag, ce qui montre comment ils ressentaient les choses. Maurice, qui par la suite a été convoyeur de denrées alimentaires, a toujours parlé de goulag, sans faire de différence entre les différentes sortes de camps qu'il fournissait. La peur de l'ennemi infiltré est dans l'ADN du système soviétique. C'est une véritable obsession de l'establishment. Ce faisant, des statuts aux contours assez flous, établis selon des critères sociaux, ethniques ou de passé pénal, sont régulièrement créés par les commissions qui émanent du Soviet suprême. Et cette obsession se traduit par une politique de transfert vers des régions peu hospitalières et vides d'hommes, afin de les utiliser comme force de travail pour l'exploitation des ressources minières ou forestières ou agricoles. D'où les déportations dans les villages dits spéciaux en Sibérie, en Asie centrale et dans divers lieux au cœur de l'Union soviétique. Alors, ce que vous voyez sur la carte, qui est établie de manière très grossière, mais qui permet d'avoir une idée, ce sont tous les endroits où il y avait des goulags, des camps de travail ou des villages de peuplement. Voilà, donc mon père avait comme point comme point de chute, si je puis dire, là, près de Krasnoïarsk, qu'on voit ici. Et j'évoquais tout à l'heure le Birobidjan, cet État, enfin, c'est écrit en gros, en réalité, le territoire est beaucoup plus petit. C'est ce territoire, donc, cet État qui a été créé de toutes pièces par Staline, qui était censé être l'État des Juifs. Voilà où ça se trouvait. Vous voyez, Moscou se trouve ici, et le Birobidjan se trouve ici. Où en étais-je? Voilà. Alors, toutes ces opérations, comme je le disais, ne sont pas spécifiquement dirigées contre les Juifs, mais contre tout ce qui est suspect d'être contre-révolutionnaire aux yeux du régime. L'URSS est un État socialiste, et donc tous ont un accès égal au travail. Ceci dit, tous doivent travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est un mantra. Le rapport au travail dans ce paradis soviétique est très particulier. Un travailleur, même libre, ne doit pas changer d'emploi à son gré. Le livret de travail, par exemple, qui est obligatoire depuis 1938, attache le salarié à son entreprise comme les serfs étaient attachés à leur terre au Moyen-Âge. Tout retard de plus de 20 minutes est assimilé à une absence injustifiée. De manière générale, les entorses à la discipline de travail par les salariés libres sont passibles de sanctions pénales. Sanctions, ça peut être 2 à 6 mois de travaux forcés sur le lieu de travail, avec retenue de salaire pouvant atteindre 25%, quand on sait que déjà ils n'avaient pas grand-chose à manger, ou alors réduction des rations alimentaires. Alors, les statuts liés au travail sont multiples et il est difficile d'établir un classement très clair. Et souvent, plusieurs chercheurs le soulignent, et ces statuts coexistent et se recouvrent dans une sorte de tuilage. Alors, avant la guerre,
Avant la guerre, le monde soviétique, le monde du travail se divisait en 3 groupes. On avait, qui se distinguaient donc par leur degré de liberté, les salariés libres, comme on l'a vu, qui étaient quand même soumis à des contraintes disciplinaires, les détenus des camps de travail, zeki, qui signifie zaključeni, derrière les barreaux. C'était le statut évidemment le plus dur, le prisonnier est privé de tout et il reste toute sa vie. C'est ce que décrit Solzhenitsyn, tout simplement. Et en position intermédiaire, les colons spéciaux que j'évoquais tout à l'heure. Avec la guerre, 2 nouvelles catégories apparaissent de travailleurs forcés, les prisonniers de guerre et les soldats du travail. Volny naemnik, les soldats volontaires. Alors avant juin 41, avant le Barbarossa, ces volontaires acceptent le contrat de travail qui leur est proposé avec insistance, car on leur fait miroiter des conditions de logement et de nourriture tout à fait attractives au regard de celles des autres travailleurs, bien entendu. La plupart sont réfugiés de Pologne occidentale, sans abri et sans ressources. Ces contrats de travail pouvaient améliorer leur sort et ils ont signé. Après juin 41, ce sont aussi des personnes qui fuient vers l'arrière-pays soviétique pour échapper à l'avance de l'armée allemande ou des personnes que l'on a nommées volontaires, comme Maurice à Auch. D'ailleurs, il raconte, un jour, le domovoï vient nous voir et nous dit que nous sommes mobilisés. Mobilisés, réquisitionnés, c'est un mot qui convient mieux. On nous a emmenés à la gare, nous ne savions pas où ils allaient nous envoyer. Il y avait des wagons de marchandises, des wagons à bestiaux, et des milliers de musulmans étaient là aussi, pas seulement des juifs, et nous sommes partis. Alors, je regarde un peu l'heure, je suis toujours trop longue, il faut que j'aille un peu plus vite. Je vais quand même vous parler de la survie dans ces contrées qui est extrêmement difficile, même si les possibilités de travail ne manquent pas. Le salaire est si faible qu'il ne suffit pas à subvenir aux besoins minimaux. Les retards dans l'approvisionnement en nourriture des réfugiés sont fréquents. C'est en quelque sorte une façon pour le système de gérer la pénurie, car les réfugiés ne peuvent pas récupérer leur ration alimentaire de façon rétroactive, bien sûr. Dans le témoignage de mon père, comme dans les autres que j'ai pu lire, on va voir en creux la corruption et la débrouille, qui s'expliquent naturellement par la pénurie et le désordre. On y voit le troc, l'analphabétisme, mais aussi la bienveillance et l'altruisme. Pour tous, au quotidien, il faut survivre dans des conditions climatiques difficiles et trouver à manger. J'ai lu le témoignage, par exemple, de Anne Sedlecki, qui avait 84 ans quand elle a fait ce témoignage. Elle en avait 16 en 42. C'est un témoignage fascinant qui est assez différent de celui de mon père, et pourtant, ils ont des tas de points communs. Alors, elle raconte, pour survivre, elle faisait des tricots avec de la laine de chameau qu'elle vend au marché noir. Elle apprend la guitare. Elle joue dans les cabarets avec d'autres qui grattent de la mandoline, de la balalaïka. Voilà. Son frère décède. Elle s'absente de son travail pour s'occuper de l'enterrement, mais c'est un délit. Ça s'appelait Progul, qui est un délit passible de 6 mois de travaux forcés. Alors elle se sauve. Plus tard, elle fait du troc avec ses bons d'alimentation, elle va au marché noir et elle va en tirer des bénéfices. Dans ce domaine, Maurice, lui, était un artiste du genre. Il est parfois, lui aussi, resté d'ailleurs plusieurs jours sans manger. Et le livre foisonne d'épisodes dignes d'Indiana Jones, dans lesquels Maurice raconte comment il s'en sort, comment il pratique ce qu'il appelle l'art de survivre. Et il est intéressant de voir que Anne, dont je viens de parler, et d'autres jeunes dont j'ai lu les témoignages, racontent le même genre d'histoire alors qu'ils ne se sont absolument pas côtoyés. Maurice a travaillé comme bûcheron. Alors voilà comment, comment il se sauvait, les teplouchki, voilà les wagons dans lesquels il se sauvait. Maurice travaille comme bûcheron dans la forêt. Il se débrouille pour devenir rapidement chef d'équipe et il travaille à un incident grave avec un responsable, un commandant, pour lequel il devait fabriquer des bottes, lui fait comprendre comment fonctionne le système soviétique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et l'utilité du marché noir. À un autre moment, il fait du trafic de savon. Alors, j'ai lu dans les travaux d'historiens, plusieurs chercheurs relatent une pénurie endémique de savon.
Et il fallait, par ça, savoir soudoyer avec une montre, une pièce d'or, une paire de bottes, pour s'attacher la protection d'un chef ou obtenir ce que l'on était en droit d'avoir. Celui qui ne le fait pas ne survit pas. C'est ce que disait Maurice, et c'est ce que j'ai lu aussi dans plusieurs témoignages. Et puis, il y a aussi des histoires plus drôles, surprenantes, celle des babouchkas, par exemple, bienveillantes, chez qui il dormait sur le four. Alors, le four russe, dans les campagnes, dans les maisons en bois, on va dire que ça ressemble à un four à pizza, mais le toit est plat. Et il est conçu, comme on le voit sur l'image, là, comme une mezzanine, et on dort en haut. Et donc, c'est la meilleure place, quand il fait froid, c'est la meilleure place pour dormir. Avant de conclure, j'évoquerai deux mots-clés. Le mot faim, F-A-I-M. L'un avait faim le lundi, un autre le jeudi, mais on avait toujours faim, raconte Maurice. Et le pain tient une place de choix dans l'alimentation quotidienne. Un pain noir, dur, acide, qui est parfois la seule nourriture. Et puis, le train. Le moyen de transport par excellence. Alors, il y a la marche à pied, entre Costopol et Donbass. Et le Donbass, ça fait 800 km, je l'évoquais tout à l'heure, que Maurice et ses amis ont fait à pied, et bien d'autres gens aussi. Mais le train reste incontournable pour traverser les étendues immenses de la Russie et transporter des milliers de personnes. Le train pour rallier Zhelezhov à Brest-Litovsk, pour fuir l'avancée allemande des bords de la mer d'Azov vers Stalingrad, puis vers Auch. C'est aussi le travail obligatoire à Nijni Tagil pour construire le chemin de fer. C'est aussi travailler comme convoyeur et parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au fleuve Amour, jusqu'à Arkhangaï, en Mongolie extérieure. C'est l'histoire du convoi de cigarettes que je racontais s'il nous reste du temps. Et enfin, je mentionnerai le train comme un lieu culturel. Oui, oui, un lieu culturel, parce que dans le train, on lit collectivement les grands auteurs. On lit Tolstoï, Zola, Victor Hugo et bien d'autres. Chacun lit à haute voix quelques pages et passe le livre à son voisin. La guerre est enfin terminée. Les Allemands capitulent le 8 mai 1945. 2 mois plus tard, les Soviétiques promettent le retour en Pologne à tous ceux qui peuvent prouver qu'ils étaient polonais avant 1939. Vous avez ici sur la carte les frontières fluctuantes de la Pologne. La quasi-totalité de ceux qui déposent une demande de rapatriement en Pologne obtiennent l'autorisation. Certains, cependant, se heurtent à la bureaucratie soviétique qui refuse de leur remettre l'autorisation de sortir parce qu'il leur manque un papier ou ce genre de choses. Fin 1946, 1,5 million de Polonais, juifs et non-juifs, sont déjà rapatriés. Pour ce qui concerne les juifs, quand on en arrive aux chiffres, tout devient compliqué, ou plus exactement imprécis. Certains estiment qu'entre 157 et 375 000 juifs polonais sont restés en vie. Je rappelle qu'il y avait 1,5 million de juifs sous autorité soviétique en 1940, ceux qui habitaient en Pologne orientale annexée et ceux qui étaient réfugiés arrivés de l'Ouest au début de la guerre. Voilà, d'autres sources, et certains chercheurs ont fait des calculs très précis, des statistiques, des recoupements, etc., donnent d'autres chiffres, donc, mais voilà, le nombre exact est impossible à établir. La plupart des chercheurs s'accordent sur ces chiffres-là, 250 à 300 000 survivants, dont 6 000 sont partis via Vladivostok et le Japon, d'autres ou via Odessa et la mer Noire, et 6 à 7 000 sont partis avec l'armée du général Anders via l'Iran en 1942. Juste un petit mot de conclusion, je dirais que Maurice a découvert le monde soviétique, son système de relations sociales et la confusion qui régnait durant la guerre. Et c'est parce que lui et son groupe de copains ont compris les mécanismes sociaux et politiques en jeu qu'ils ont réussi à éviter les pièges et à surmonter les difficultés, notamment le goulag et le NKVD avec lequel Maurice a eu plusieurs fois maille à partir. Et ils ont eu aussi beaucoup de chance. Comme les autres témoignages que j'ai pu lire, les tribulations de Maurice à travers l'URSS, de Varsovie jusqu'à Yourga, au fin fond de la Sibérie, sont extraordinaires. J'ai lu quelque part cette sentence que tous ces rescapés auraient pu dire:
Staline était un criminel, mais c'est l'URSS qui m'a sauvé la vie, tandis que toute ma famille restée en Pologne a été exterminée. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette conférence si intéressante et si documentée. J'aimerais, avant de te redonner la parole, pour que tu reprécises certaines choses et donner la parole aux auditeurs par le chat ou oralement. D'ailleurs, oralement, si vous voulez intervenir et si vous acceptez que votre parole soit enregistrée, ça pourra être enregistré. Hein, c'est vous qui choisirez. C'est très, très, très intéressant et la conclusion en est particulièrement émouvante puisque tu dis qu'il est de sa famille à peu près le seul survivant. Est-ce que tu pourrais maintenant dire quelque chose de ta famille? Et j'aimerais aussi rappeler qu'ici au cercle, au CGJ, Cercle de généalogie juive, nous sommes là pour t'aider ou pour vous aider, vous qui voulez nous rejoindre, à en savoir plus sur vos familles. Hein, le CGJ est riche de ressources, de gens qui travaillent. Nous avons les conférences ici, nous accueillons des conférenciers passionnants comme toi. Il y a aussi la revue Généalogie J, d'ailleurs le résumé ou la présentation de ton livre figure, de nombreux documents. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous poser des questions. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire un petit peu ce que tu sais de ta famille restée en Pologne, puis je passerai la parole aux auditeurs. Alors, enfin, tu m'avais posé cette question, c'est pour ça que j'ai un peu repris le début de mon exposé en racontant l'histoire de la ville de Zhelechov. Parce qu'au-delà de ça, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà, c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure est celle d'une personne que je n'arrive pas à appeler ma grand-mère, qui était la mère de mon père, qui a disparu à Treblinka, qui a été assassinée à Treblinka. Le père de mon père, donc cette famille qui avait une certaine opulence, a progressivement perdu cette opulence. La vie a été beaucoup plus difficile et son père, donc, lui, est mort du typhus dans le ghetto, quand la ville était en ghetto. Donc, il est mort avant la liquidation du ghetto, où tous ces gens-là ont été massacrés à Treblinka. Au-delà de ça, et de ce que j'ai dit, je n'en sais pas plus. Nous aurons à cœur de t'aider à en savoir plus. Ah ben merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je vous écoute, posez vos questions.